Moi, je propose que l'on commence cet atelier. Je pense qu'il sera un sujet d'avenir dans les semaines, les mois et les années à venir. Faut-il un baromètre pour l'environnement pour les communes? Atelier que l'on a préparé avec Antea Group, notamment Daniel Pierre, qui est directeur de l'innovation du groupe. Je laisserai Daniel se présenter pour vous donner un peu sa fonction au sein du groupe Antea. Je peux vous préciser qu'il est aussi également président du pôle DREAM, donc le pôle de compétitivité qui fait partie de la Fédération des pôles de compétitivité de France, France Water Team, et donc est aussi à ce titre vice-président de France Water Team. Donc je laisserai un peu Daniel présenter son parcours plus précisément que je ne peux le faire. Et on accueille aussi sur cet atelier son confrère Benoît Le Révérend, ou devrais-je dire Monsieur le maire, puisque vous êtes également élu d'une commune et à ce titre, votre présence, je pense, justifie pleinement à cet atelier, non pas pour votre casquette Antea où vous êtes directeur commercial, mais plutôt sur votre casquette de maire. Moi, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse pour vous interroger et avoir votre avis sur cette question de baromètre de l'environnement. On a préparé cet atelier dans un esprit ouvert où l'on souhaite l'intervention en continu des questions pour les traiter au fil de l'eau. Il n'y a pas vraiment de structure précise sur cet atelier, si ce n'est une présentation du contexte et des enjeux. L'objectif, c'est vraiment un échange. Là, on est vraiment dans tout le sens du collaboratif et dans l'esprit Idealco, où c'est dans la co-construction et dans l'échange que l'on arrivera à trouver des solutions, puisque cette question est une question ouverte qui n'a pas de réponse aujourd'hui, mais auquel il est intéressant de se pencher. Pour ce faire, Daniel, je te passe la main. Si tu veux bien, avant qu'on introduise le sujet, un peu présenter ton parcours et expliquer aujourd'hui ce qui t'anime et ton rôle au sein de France Water Team. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Est-ce que vous m'entendez correctement? Moi, je t'entends, donc j'imagine que tout le monde doit t'entendre. Donc effectivement, je suis directeur de la recherche et de l'innovation d'Antea Group en France. J'ai prévu de dire un petit mot des activités d'Antea Group en lien avec les problématiques de données environnementales dans le déroulé de la présentation. Tu l'as rappelé, effectivement, je suis le fondateur historique et le président actuel du pôle DREAM, qui est l'une des 3 composantes régionales de la nouvelle fédération pôle de compétitivité de la filière eau française, le pôle France Water Team, le pôle de compétitivité France Water Team, dont je suis président délégué aux affaires européennes. Historiquement, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Geoid, que j'ai créée en 98 et qui est spécialisée dans le domaine de l'eau et des systèmes d'information. Et Geoid a rejoint Antea Group en tant que filiale et a désormais fusionné depuis 2019. A donc rejoint Antea Group en tant que filiale en 2013. L'idée étant de construire le pôle scientifique et technique et de renforcer ses activités R&D ici en France, et notamment sous le volet transformation numérique avec les enjeux de la donnée numérique environnementale associés. Peut-être Benoît, mon compère, si tu peux aussi dire un petit mot de ton parcours. Oui, eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis un hydrogéologue. Donc, j'ai commencé ma carrière comme hydrogéologue, à travailler, à étudier les nappes souterraines, plutôt sur la région parisienne, et puis ensuite développer mon expertise sur tout ce qui est pollution des nappes. Et puis, je suis remonté un peu sur la surface, sur la pollution des sols. Et maintenant, chez Antea, j'ai une fonction plutôt commerciale sur l'ensemble du territoire de la Normandie. Effectivement, comme le disait Arnaud tout à l'heure,
Je dirais, je suis également élu. Il ne faut pas oublier que les élus dans nos communes ont aussi des métiers souvent. Et donc, je suis élu d'une petite commune de 1600 habitants dans l'agglomération caennaise. Et donc, je suis aussi présent à l'agglomération caennaise. Merci beaucoup, Benoît. Merci, messieurs. Ouais. Oui, donc, vas-y. Je prends la main. Peut-être que tu vas introduire le sujet. Qui dit baromètre dit indicateur. On est d'accord? Et donc, ça pose la première question, toute simple. Au niveau de la donnée environnementale, quelles sont les données que l'on prend en compte et qui peut y avoir accès aujourd'hui? Donc, à ce sujet, je pense que lors de la préparation, tu m'avais remonté quelques informations, Daniel, sur des constats simples, sur les préoccupations des Français. Et là, peut-être que tu peux commenter avec moi, mais on voit bien qu'aujourd'hui, et d'autant plus que la presse se fait l'écho d'une vague verte suite aux élections municipales, on voit bien que là, les chiffres qui sont à l'écran remontent de 2019. Ces préoccupations environnementales existent depuis longtemps. C'est un constat qu'on fait dans la société civile. Mais aujourd'hui, pour vous, si on doit donner une définition d'une donnée environnementale, laquelle vous donneriez chez Antea? Alors, effectivement, je vais y venir. C'est effectivement la trame un petit peu des propos qui vont suivre. Je trouvais effectivement que c'était intéressant de démarrer par ces statistiques issues du Commissariat général au développement durable, parce qu'on y voit effectivement de manière chiffrée et claire ce que sont les préoccupations environnementales des Français aujourd'hui, en tout cas en 2019 dans le cadre de ce sondage d'opinion. On y voit aussi qu'il y a de fortes attentes des Français en matière d'action publique environnementale, avec une hiérarchisation des sujets un petit peu différente de ce que peuvent être les préoccupations environnementales des Français. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien les sujets sur lesquels il y a de l'attente. Et dans ce cadre-là, nous, société d'ingénierie, Antea Group en France, juste un petit mot, nous sommes 850 collaborateurs répartis un peu partout en France et dans les territoires d'outre-mer. Notre siège est en région centre historiquement, puisque nous sommes issus d'un processus de filialisation du département ingénierie sol-sous-sol du BRGM. Mais aujourd'hui, Antea, c'est plusieurs marques, c'est plusieurs sociétés. En France, c'est IRH, Ingénieur Conseil, c'est ICF Environnement, et puis c'est aussi la marque Géoïde. Nous sommes réunis en 4 grands métiers: le métier de l'eau sous toutes ses formes, le métier de l'environnement, cité sol pollué, rémédiation environnementale, le métier des infrastructures et le dernier métier qui est celui de la donnée environnementale. Alors pourquoi un métier vraiment spécifiquement dédié à la donnée environnementale? Eh bien parce qu'il y a quelque temps déjà, nous étions partis du constat que les processus de surveillance de l'environnement ou de sculptation géologique généraient de plus en plus de données environnementales numériques. Et c'est pourquoi nous n'avons eu de cesse que de développer des outils, des méthodologies pour collecter toutes ces informations, pour les centraliser, les valider, les qualifier, les bancariser, et ce, de manière structurée et organisée. Nous revendiquons le fait de nous positionner comme un partenaire capable d'accompagner nos clients, publics ou privés, dans la création et la gestion de leur patrimoine de données. Aujourd'hui, on compte plusieurs grandes références, l'État directement au travers du ministère en charge de l'environnement. On compte des grands établissements publics, notamment les agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Nous centralisons et validons, qualifions, valorisons les données portant sur la qualité des milieux aquatiques, et ce depuis plusieurs années. Nous comptons aussi des dizaines de collectivités locales territoriales et nous développons aussi cette offre à destination de grands industriels, de l'agroalimentaire, du secteur automobile ou de l'énergie. Alors, la question qui est posée aujourd'hui et qui est un peu la base de nos échanges,
qui était finalement de quoi parle-t-on et qui y a accès. Alors déjà, si on parle de données environnementales, faut savoir que aujourd'hui, dans la sphère publique, eh bien, un certain nombre d'organismes font au jour le jour l'acquisition de connaissances et que ces connaissances rentrent dans ce que l'on appelle être l'open data. Alors, l'open data en bon français, c'est la donnée ouverte et c'est simplement les données auxquelles l'accès est totalement libre, de droit, au même titre que son exploitation ou sa réutilisation. Le petit schéma en bas à gauche de la slide est juste une illustration. Il n'est absolument pas représentatif de toute la sphère environnementale générant de la donnée publique et qui est aujourd'hui accessible. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de données, enfin c'est notre point de vue, de données qui sont parfois très complexes, mais qui surtout cherchent à caractériser les différents compartiments environnementaux et ce, en lien avec les différentes activités, les différents usages qui seraient potentiellement à l'origine de pression sur l'environnement au sens large, la biodiversité, les ressources naturelles. On voit aussi qu'on va avoir dans ces stratégies d'acquisition de données une logique qui est d'acquérir des métriques pour caractériser des phénomènes, notamment dans une logique un peu pression, état et réponse. C'est un peu la démarche conceptuelle qui prévaut dans toutes ces logiques d'acquisition qui ont été acquises pour des obligations réglementaires. Je pense à ce que l'on fait à l'échelle de l'Union européenne où on se doit de faire du rapportage régulier sur l'état de nos masses d'eau particulièrement. On a besoin d'outils d'aide à la décision et ces outils d'aide à la décision pour aiguiller les politiques publiques eh bien, sont nourris par des indicateurs, des données issus de ces programmes d'acquisition de données d'observation. On voit qu'on est aussi dans un contexte où ce volume d'informations ne fait que croître de manière exponentielle. On n'est pas forcément dans la définition stricte de ce qu'est aujourd'hui le big data, mais on va y tendre. On va y tendre et d'ores et déjà, là, sur les graphiques qui sont assez peu visibles, c'est juste le nombre d'analyses cumulées, par exemple, sur les eaux souterraines via la banque HADES. L'échelle, en fait, elle est logarithmique. Et on voit qu'à chaque fois, il y a eu des étapes qui ont été franchies en termes de nombre d'acquisitions de données dues à telle ou telle obligation réglementaire, besoin d'appuyer certaines politiques publiques. Et puis, il y a un point important, c'est qu'une métrique, une mesure, si je vous dis 25 mg par litre de nitrate, en fait, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut tout dire et ça veut rien dire tant qu'on n'a pas décrit où on avait acquis cette information, comment on l'avait acquis, qui l'avait acquis, avec quelle technique d'analyse eh bien, cette donnée a été produite. Je vais paraphraser et puis un petit peu déformer une citation d'un mathématicien anglais, statisticien me semble-t-il, qui s'appelait George Box, qui disait « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, on pourrait pratiquement dire ça. Alors, il faut mettre des bémols et ne retranscrivez pas directement mon propos comme suit, mais voilà, on pourrait pratiquement dire toutes les données sont potentiellement fausses, mais certaines sont utiles. Pourquoi? Parce que souvent, on va recourir à des données qui sont mesurées de manière indirecte, à distance, via des capteurs, via du biomonitoring, des bioindicateurs. On a aussi des métriques qui sont issues de réseaux sociaux et qui permettent aussi de décrire certains phénomènes, certaines caractéristiques de l'environnement. Est-ce que tu peux passer la diapositive suivante, Arnaud? Oui, ça pose la question, la diapo suivante, sur l'indice de qualité environnementale avec ces données. Parce qu'on voit bien, on peut construire, on peut avoir la production de données. Aujourd'hui, tout le monde produit de la donnée. En quantité, alors pas forcément en qualité, ou à moins que tu aies un avis divergent sur ce point-là. En quantité, pas assez à ce que j'entends au travers de tes mots pour aller vers le big data, mais on y tend.
Même en préambule, Francis Bertrand nous l'a indiqué que l'industrie de l'eau n'était pas encore arrivée à un niveau de quantité de données pour aller sur la voie de l'intelligence artificielle. Mais ceci étant dit, on a énormément de données, donc se pose la qualité d'un indice de qualité. Alors, est-ce que, de ton point de vue, on peut construire cet indice de qualité? Alors, avant d'y répondre, j'aimerais effectivement vraiment réinsister sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que de la donnée, il y en a et il y en aura de plus en plus, mais que l'accès à cette donnée pose elle-même un certain nombre de problématiques, un certain nombre de verrous scientifiques, technologiques auxquels eh bien, il faut que l'on fasse face. Alors maintenant, la question, peut-on construire un indice de qualité environnementale à partir de ces données? Eh bien, pour nous en TA Group, la réponse, elle serait technologiquement et scientifiquement, oui. Technologiquement, je m'explique. Typiquement, aujourd'hui, on a développé des outils et d'autres développent des outils pour centraliser de telles informations, pour centraliser des flux, des web services qui permettent d'accéder à ces différentes sources d'informations. Je ne cite que, par exemple, un de nos piliers, et ils sont nombreux au sein d'Antea, puisqu'on a une stratégie vis-à-vis de la donnée environnementale qui structure nos différents outils. On a typiquement, par exemple, l'IXEA, qui est notre solution pour toutes les données qui sont des résultats d'analyse dans un contexte très structuré et normatif. On a typiquement aussi une démarche qui s'appelle Survea, c'est pour tout ce qui est questionnaire d'enquête sur le terrain. Une brique, un pilier qui s'appelle Sensea pour toute la métrologie temps réel issue de capteurs, Mapea, qui est notre pilier de données liées à l'information géographique. Dans ce cadre, typiquement, cet outil qui est accessible pour tous nos ingénieurs, mais aussi pour certains de nos partenaires avec un accès sécurisé restreint, eh bien, on donne directement, de manière actualisée, accès à près de 300 couches d'informations spatiales pour la France et les territoires d'outre-mer. C'est plus de 200 gigas de données spatiales gérées avec plus de 25 services externes connectés. Donc, c'est ce qui nous permet de donner un accès sécurisé, centralisé à ce type d'informations et de manière cartographique, géographique, et de produire des indicateurs sous toutes ces formes en fonction des besoins que l'on cherche à satisfaire. Si tu passes à la diapositive suivante, c'est plus sous l'angle non plus technologique cette fois, mais scientifique. Typiquement, on se sert de ce type d'outils, par exemple, pour construire des observatoires environnementaux. Et notamment, c'est le cas de ce que l'on fait dans le cadre de la révision des états des lieux de grands bassins versants hydrologiques, conformément à la directive cadre sur l'eau. Eh bien, régulièrement, tous les 4 ou 5 ans, les grands districts hydrographiques, Adour-Garonne, Rhin-Meuse, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, pour ne pas les citer, pour ne citer que, doivent réviser réviser son état des lieux, portant sur les pressions de pollution ponctuelles, les pressions de pollution diffuse, les différentes opérations de prélèvement liées à la ressource en eau, les problématiques de morphologie et de continuité écologique. Tout ça donne lieu à la centralisation, l'analyse et la validation d'un grand volume de données. Dans le cadre d'Adour-Garonne, on est sur pratiquement 500 gigaoctets de données, plus de 200 000 fichiers traités, pour conduire par masse d'eau un ensemble d'indicateurs qui vont permettre à l'agence de l'eau et à son comité de bassin de suivre et d'évaluer les politiques publiques en matière de gestion de la ressource en eau. Donc, pour nous, technologiquement et scientifiquement, construire des indicateurs de l'état de l'environnement au sens large, ce sont des enjeux technologiques, ce sont des enjeux scientifiques, mais c'est des choses qui sont tout à fait accessibles et réalisables. Et effectivement, un peu le sens de
cette session, c'était de quelque part poser collectivement la question. Aujourd'hui, on sait produire des indicateurs, des thermomètres spécifiques à certains sujets, notamment la gestion intégrée de la ressource en eau. Compte tenu du contexte qui a été rappelé en introduction de ce webinaire, des attentes sociétales des Français en matière de politique publique environnementale, nous posons la question de l'intérêt, la pertinence, de l'acceptabilité et bien de construire un thermomètre, comme Arnaud l'avait bien dit en introduction, un thermomètre de l'environnement. On parle d'indicateurs. On sait que sur la scène internationale, on parle notamment de l'indicateur, l'indice de développement humain. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, en tout cas nous on y travaille, à la construction d'un indicateur de développement durable, de développement de l'environnement à destination des collectivités. Là, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai compris que l'enjeu de créer un baromètre ou un thermomètre n'est pas une question chez Antea. Vous êtes technologiquement capable de le faire. Ce que je vois ici, ce que tu présentes dans cette diapo, ce sont plus des informations, des tableaux de bord à destination de professionnels qui s'occupent d'un territoire. La question du baromètre d'un indicateur environnemental au niveau des communes, elle se pose plus pour finalement le commun des mortels. Le commun des mortels, je ne pense pas qu'un tableau de bord de ce type lui parle. Alors, comment on fait le lien entre les attentes qu'on a vues au départ, entre les attentes d'action des pouvoirs publics sur les problèmes environnementaux et la capacité des entreprises à créer des baromètres ou faire des suivis des indicateurs, et comment on fait le lien entre les deux, comment on fait le pont. Et je vais peut-être poser la question à monsieur le maire pour savoir, lui, à son niveau, qu'attend ses élus ou qu'a-t-il prévu de communiquer ou comment communique-t-il auprès de ses électeurs sur ces données environnementales? Alors, déjà, quand on est élu, on croise nos habitants qui nous interrogent et qui, moi je m'aperçois, ont chacun un peu leur vision de l'environnement et un peu les choses qu'ils ont entendues par la presse ou vues, etc. Et moi, en tant qu'élu, j'ai vraiment besoin de m'appuyer sur de la donnée officielle et fiable et compréhensible par tout le monde. Donc effectivement, des grands tableaux de bord avec des choses très précises, c'est pas forcément ce qui moi me faut. Il me faut une donnée synthétisée, simplifiée, et des choses qui peuvent être compréhensibles par tous les habitants. Et puis la deuxième chose, quand les habitants viennent nous voir, ou par exemple souvent les nouveaux habitants, ceux qui souhaitent venir sur notre territoire, alors nous en tant qu'élus, on favorise, je dirais, l'arrivée des habitants sur nos territoires. Quand on nous pose la question de l'environnement, finalement, comment est-ce qu'on peut répondre, nous, avec quels moyens on peut répondre? Et finalement, il se trouve qu'on n'a pas grand-chose et on a besoin de comparer à quelque chose ou à d'autres. Et là-dessus, on n'a pas, moi, je n'ai pas à ma disposition vraiment de choses que je peux montrer. Il faut le prouver, il faut le montrer, de la donnée officielle. Je n'ai rien pour montrer que éventuellement mon territoire est performant sur tel aspect de l'environnement, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, je ne sais pas, sur la surface du territoire de ma commune qui est encore naturelle, etc. Donc ça, j'ai besoin de cette donnée pour pouvoir me comparer à quelque chose ou à d'autres communes et pouvoir valoriser aussi mon territoire. Ouais. Vous voulez dire que tout comme le prix de l'immobilier, on a un critère qui est simple et compréhensible par tout le monde, c'est le prix au mètre carré de sa maison. Il manque ça chez vous aujourd'hui? Vous pensez qu'il manque cet indicateur environnemental qui permettrait de dire, voilà, dans ma commune, on est à tel niveau, comparé à d'autres communes, c'est tel niveau, et ça permet tout de suite aux personnes de comprendre la situation dans laquelle se trouve la commune. Vous pensez que ce sont des choses importantes?
Oui, oui, parce que c'est vraiment les habitants ont besoin de savoir comment ils se situent, pourquoi choisir un territoire pour s'implanter plutôt qu'un autre. Alors, c'est vrai pour les habitants, mais aussi pour les entreprises qui veulent pour leurs salariés un cadre de vie intéressant. Donc, ça, c'est, je dirais, quelque chose d'intéressant. Puis, deuxième aspect aussi, c'est comment nous, élus, on montre qu'on est en capacité éventuellement de faire évoluer justement cet indicateur environnemental. Comment nos politiques peuvent faire évoluer ces indicateurs et de montrer comment ces indicateurs ont évolué dans le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que du coup, on vient nous demander des comptes, hein, alors à différentes échelles. Hein, ça peut être tout simplement sur la qualité de l'eau de la rivière qui passe dans la commune, ça peut être sur comment sont ramassés les déchets, comment on urbanise ou on anthropise l'espace, comment cette évolution s'est faite au cours du mandat ou des mandats avant. On a vraiment aussi besoin de montrer cette évolution des indicateurs de l'environnement qu'on pourrait avoir. Et force est de constater quand même que pour l'instant, moi, j'ai pas grand-chose à montrer finalement aux habitants. Alors, voilà, on montre quelques actions qu'on a pu faire, par exemple sur les captages d'eau potable, on dit qu'il y a des actions qui sont en cours sur la protection pour réduire les nitrates, etc. OK, mais concrètement, comment je le matérialise auprès de mes habitants, comment je leur montre ça? C'est ça la difficulté pour moi. Et qu'est-ce qui ferait alors, j'entends bien ce que vous me dites. Vous me dites finalement que ce baromètre, il vous permettrait deux choses. Informer, la première des choses, donc Oui, informer, être transparent auprès de vos électeurs ou des personnes qui habitent votre commune, mais aussi mesurer l'évolution et oui, pouvoir dire aux gens, bah, voyez, on était parti de cette situation-là, on arrive à cette situation-là, avec un baromètre qui permet de continuer d'avoir un suivi dans le temps. eh Euh, oui. donc, et pour vous, quels sont les indicateurs, les préoccupations ou les éléments sur lesquels il faut fonder ce baromètre? Quels sont les éléments importants pour que ça parle au commun des mortels? Vous, Daniel, est-ce que vous avez au sein d'Antea identifié quels sont les critères qui permettraient de faire ce baromètre? Alors effectivement, c'est le travail que nous menons en interne avec un collectif d'externes, à la fois scientifiques purs et ou comment dirais-je de représentants de collectivités, essentiellement des élus. On est parti en fait d'une trame qui cherchait un peu l'exhaustivité des grands sujets, hein, depuis les problématiques de l'eau, qualité, quantité, eau de surface, eau souterraine, biodiversité des milieux aquatiques associés, les usages de l'eau, l'AEP, l'assainissement, le prix de l'eau, etc., jusqu'à en passant tous les compartiments environnementaux, hein, qualité des sols sur la problématique entre guillemets agronomique, qualité des sols face aux activités industrielles et artisanales, cité sol pollué, qualité évolution de la dynamique d'occupation des sols, qualité de l'air, et puis problématique aussi des déchets, des risques industriels, technologiques et naturels. Et puis, sur l'ensemble de cette matrice, qui est globalement un petit peu la démarche que l'on se propose finalement à chaque fois d'adopter lorsqu'on est par exemple sur un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou sur un schéma de cohérence territoriale, eh bien, à partir de cette matrice, on a essayé de proposer des indicateurs simples et puis des regroupements d'indicateurs permettant eh bien, de caractériser la problématique que l'on cherchait sur laquelle on cherchait à communiquer en toute transparence, ça c'est très important, et puis que l'on cherchait à suivre dans le temps. En fait, une fois que j'ai dit ces mots-là, je ne viens que de définir tout simplement ce qu'est un indicateur. C'est ce qui permet d'aider la décision sur le long terme, en toute transparence
avec des données brutes qui qui ont permis de l'étayer en toute transparence vis-à-vis bien des citoyens. L'idée étant après, eh bien peut-être d'imaginer un indicateur. Alors là, on est vraiment sur un indice qui chercherait à agréger eh bien ces différentes informations pour proposer une information composite qui serait une évaluation globale de l'état de l'environnement. Donc, c'est ce travail qui est en cours. Vous voyez que finalement, il n'est pas radicalement différent de ce que l'on peut proposer à façon, je dirais, dans le cadre de certaines opérations d'études que l'on réalise. L'idée étant de le systématiser à l'échelle nationale et de pouvoir le proposer eh bien, à l'ensemble des collectivités pour eh bien, entre guillemets, leur donner des éléments objectifs de suivi et évaluation de leur action en lien avec l'environnement, leur environnement. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, Daniel. Je vais profiter des 10 dernières minutes qui nous restent et aussi pour inviter les personnes qui nous suivent à poser leurs questions. Mais je reviens à mon côté avocat du diable. Tout à l'heure, Benoît, le révérend, nous a dit qu'il avait besoin de communiquer et de s'appuyer sur des sources fiables pour communiquer. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce que c'est le rôle d'une entreprise privée de le faire ou est-ce que c'est le rôle de l'État? Et est-ce que ça ne serait pas plutôt justement le rôle de l'État de créer ce baromètre environnemental qui permet de comparer finalement toutes les communes de son territoire? Quel est ton point de vue sur cette question? Alors, sur la, entre guillemets, nécessaire transparence, la nécessaire, entre guillemets, enfin, il faut que les données soient effectivement connues, entre guillemets, acceptées et que personne puisse les remettre en cause. Et en cela, Oui. Faire reposer un tel exercice sur de la donnée publique est juste le préalable nécessaire. Ce sont des données qui sont acquises par des opérateurs publics dans le cadre de leur mission de service public qui cherchent à créer de la connaissance. Le problème, c'est qu'ils le font dans une logique un peu one-shot, c'est-à-dire qu'ils le font dans le cadre d'une mission de service public pour soit servir de base au reporting, par exemple, à l'Union européenne sur l'évaluation du bon état écologique, ou dans le cadre, par exemple, le BRGM sur les aspects quantitatifs va le faire dans le cadre de sa mission de service public en appui à la connaissance sur l'évolution des eaux souterraines et de leur disponibilité. Chaque organisme, en fait, a un volet environnemental qui lui est confié. Et aujourd'hui, on voit bien que le seul organisme qui cherche à diffuser de l'information sur la globalité des problématiques environnementales, eh bien, en fait, c'est le ministère qui le fait directement via le CGDD et son service données études statistiques. Mais il le fait sur une logique de connaissance générale d'évolution des différents phénomènes, des différents états de l'environnement. C'est pas à l'État, entre guillemets, de satisfaire des besoins d'opérationnels, ça ne l'a jamais été, des opérateurs de terrain, des industriels ou des communes. Je pense que de toute façon, ils voudraient le faire, qu'ils n'en auraient pas les moyens. Et je revendique qu'une société comme la nôtre, ingénierie privée, indépendante de toute société d'exploitation, indépendante de toute, entre guillemets, activité industrielle, eh bien, peut jouer ce rôle. On le joue déjà quand on fournit, entre guillemets, nos services, nos conseils, eh bien,
à nos partenaires publics ou privés en l'accompagnant. Souvent, on accompagne nos clients publics ou privés dans leur démarche vis-à-vis des services de l'État. Quand vous voulez, par exemple, créer une nouvelle activité, créer un nouveau forage, il va falloir prouver l'innocuité environnementale de votre projet. C'est notre métier de conseil de designer, de créer le projet pour qu'il respecte le contexte réglementaire. On accompagne notre client dans ces échanges avec la police de l'eau, avec la police de l'environnement, etc., qui est seul juge de la décision finale. Donc, quelque part, nous sommes une forme d'avocat, et je pense que nous, en tant qu'avocats de l'environnement, on a tout à fait une certaine légitimité à entreprendre la construction de tels outils pour les mettre à disposition des collectivités de manière très opérationnelle. Merci, ça me paraît très clair. Il y a Valérie Auroy qui pose la question sur la gestion et l'animation en fait, du degré de la finesse du baromètre. Elle pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le faire au niveau des communautés de communes dans un premier temps, plutôt qu'au niveau de la commune, de petite commune. Ouais, donc, alors oui. Si je peux répondre, moi, mon point de vue de maire, il faut regarder qu'effectivement, dans l'état actuel, je dirais, de la structure de nos collectivités, c'est souvent quand même le maire qui est en frontal, entre guillemets, ou entre guillemets à portée d'engueulade, comme on dit, des habitants. Et donc, c'est souvent à lui qu'on pose la question et peut-être moins souvent à la communauté de communes ou qui est déjà un petit peu plus éloignée, je dirais, des habitants. Alors, c'est vrai que maintenant, on commence à élire de manière un peu plus directe les élus dans nos EPCI. Mais c'est vrai que le maire, il a quand même cette position de proximité et je dirais, les habitants s'adressent plus facilement au maire qu'au président de l'EPCI. Donc, je pense qu'il y a quand même besoin de ce niveau communal. Maintenant, là, si je prends un peu ma casquette en TA, c'est vrai qu'on a des données qui ne sont pas à l'échelle communale, forcément, des données qui sont à l'échelle d'un bassin versant, qui sont effectivement peut-être aussi à l'échelle d'une communauté de communes. Donc, il y a effectivement un travail à faire sur à quelle échelle est donnée cette donnée environnementale qu'il faut retravailler. Mais moi, je trouve là vraiment en tant que maire que c'est à nous souvent que les questions sont posées et on peut aller s'appuyer sur des choses qui seraient à l'échelle d'une communauté de communes, mais ça ne répondrait pas forcément à la question des habitants sur un petit territoire, notamment sur des petites communes rurales, ou si on parle d'un indicateur à l'échelle d'une communauté de communes qui est déjà plus grosse, je ne sais pas si la réponse va être satisfaisante pour eux. Je pense que les habitants sont encore très attachés à leur commune. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer, dans un indicateur futur de demain, si une commune s'est équipée et instrumentée pour capter certaines données sur la température, la qualité de l'air et autres, elle pourrait intégrer ses propres données dans cet outil pour en tirer les analyses. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être envisageables? C'est tout à fait quelque chose d'envisageable et que l'on pratique de fait dans certains projets. Et c'est ce qui donne aussi, entre guillemets, une certaine richesse à ce type d'approche. Je m'explique, c'est que il est tout à fait possible d'imaginer dans une structuration de système d'information une logique un peu d'emboîtement d'échelle. C'est-à-dire qu'on a des données à l'échelle France entière, utilisant le même référentiel de données, même méthodologie de construction d'indicateurs. C'est grâce à ça qu'on peut, entre guillemets, se comparer aux autres. Néanmoins, si la commune est, entre guillemets, plus vertueuse, plus impliquée sur ces sujets-là, qu'elle a elle-même ses programmes d'action et quelques programmes de mesure associés, elle peut affiner la lecture de l'indicateur pour démontrer, renforcer éventuellement la lecture de l'indicateur global. Je vois qu'il y a une question assez intéressante aussi de Michel Mireux, là, sur le domaine de l'eau. Tous les ans, il y a publication du rapport sur le prix et la qualité du service, le RPQS, pardon. RPQS, ouais. Tout à fait. En fait, ça démontre bien que
de la donnée, il y en a, mais ce type d'information sur la qualité des services, le rapport sur le prix de l'eau, je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant de le mettre à disposition du citoyen avec d'autres informations. Pourquoi est-ce que sur telle commune, eh bien, le prix de l'eau est peut-être plus élevé? C'est peut-être aussi parce que les ressources en eau, milieu superficiel ou souterraine, eh bien, sont peut-être plus dégradées. Et que justement, si la collectivité et un ensemble de collectivités concernées engageaient des programmes et des actions plus amont, comment dirais-je, plus préventives, eh bien, peut-être que cela se permettrait de se traduire par une baisse du prix de l'eau, typiquement. Je vois on a Valérie Auroy et que je remercie de ces questions qui pointent du doigt la complémentarité entre les Comcom et les communes pour avoir l'effet émulation. Je crois que ça va dans votre sens de dire que vous pouvez le faire à petite échelle et qu'il faut garder ce lien entre le maire et ses élus et qu'il peut aussi faire le lien avec les communautés de communes à un plus grande échelle. Tout à fait. Oui, de toute façon, souvent les maires sont aussi dans les EPCI, hein, donc élus dans les EPCI. Donc c'est eux qui vont faire le lien effectivement et traduire leur volonté sur cet aspect-là. Écoutez, je vous remercie de votre temps, de la qualité de vos explications. Je trouve que c'est un sujet qui a de l'avenir et en tous les cas qui mérite d'être abordé et qui a tout à fait du sens au travers des résultats des élections municipales. Où, je le disais précédemment, on a eu une vague verte et je pense qu'il va y avoir un attachement à un suivi de la qualité de l'environnement et ce type de baromètre a toute sa place dans ce paysage. Merci beaucoup Daniel et Benoît et je vais inviter tout le monde à rejoindre la salle plénière pour clore cette première matinale de l'eau.